Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue dans cette émission, Les Échos du Paddock, 23e émission qui devrait normalement clôturer cette saison qui aurait dû se dérouler de manière plus classique, on l'espérait tous. Effectivement, il y a quelques jours de ça, nous aurions dû clôturer ce championnat et cette Coupe de France d'autocross et de sprint car du côté de Faleras, mais les conditions ne nous ont pas permis, en tout cas, de pouvoir réaliser ce championnat dans les conditions qu'on le souhaitait. Avant de débuter cette émission, je voulais tout d'abord vous présenter nos excuses pour l'émission de la semaine passée, qui n'était pas d'une qualité extraordinaire. C'est pour ça que ce soir, nous avons décidé d'utiliser un nouvel outil pour cette nouvelle émission. Et puis, on va accueillir les partenaires qui nous ont aidés depuis le début à réaliser ces émissions. Et juste avant de rejoindre mon co-animateur, je voudrais passer un petit message personnel pour souhaiter tous mes encouragements et un excellent rétablissement à Anne, qui nous regarde ce soir et qui passe un moment pas très sympa en ce moment. Je t'embrasse et cette émission est pour toi. Voilà, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Moreau. Salut Patrick, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Écoute, ça va plutôt pas mal, Patrick, malgré la météo exécrable là qu'on a pu connaître un peu partout, je crois, sur les quelques derniers jours. On va passer encore une émission sympa ce soir parce que on accueille les gens qui nous ont aidés à réaliser ces émissions. Alors lui était à la réalisation ce soir et à la technique, mais il était également un de nos invités d'honneur. C'est Didier Rodrigue. Salut Didier. Salut tout le monde, merci de nous inviter. Voilà, Didier Rodrigue, c'est la société Mastermast, bien sûr. C'est lui qui a mis en place la solution technique pour la réalisation de 23 émissions, avec un aller-retour de Poitiers jusqu'à chez moi pour un problème technique qu'il a fallu régler dans la journée, à la veille de la première émission. Merci Didier. On retrouve également David Lhéritier à Block Design. Salut David. Salut Flo, bonsoir tout le monde. David, c'est Block Design, bien sûr, vous le connaissez. C'est lui qui a accepté de réaliser la conception des affiches, puisque c'est vrai que c'est pas mon domaine de prédilection. Le graphisme, c'est un vrai métier, et David aura l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Nos troisièmes invités sont des gens que vous connaissez forcément, vous les avez vus sur le circuit. Vous ne pouvez pas louper leur camion bleu. C'est la société Adecom, et c'est Manu et Lulu qu'on accueille. Salut les amis. Bonjour à tous, ça nous fait plaisir de vous voir. Salut tout le monde. On vous retrouve dans vos locaux. Vous êtes à l'OEAC et on aura l'occasion d'y revenir. Et il y a derrière vous le mur des légendes, les quelques grands noms du sport automobile et du show business avec qui vous avez eu l'occasion et la chance de travailler. On pourra le détailler tout à l'heure. Et on a la chance également d'accueillir Madame la présidente de l'OFAC, Valérie Carteron. Bonsoir Valérie. Bonsoir à tous. Voilà, Valérie qui va assister à cette dernière émission et qui pourra, à la fin de l'émission, nous donner un petit peu quelques nouvelles, même si, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de scoop phénoménal puisqu'il va falloir attendre la validation par le comité directeur, mais en tout cas, il y a quelques bribes d'informations intéressantes qui vont pouvoir être évoquées ce soir. Patrick, si tu le veux bien, on peut peut-être commencer à discuter un petit peu avec David pour qu'il nous raconte et qu'il nous explique un petit peu ce qu'il fait. Oui, ben écoute, il n'y a pas de problème. David Lhéritier, tout le monde le connaît. Tous ceux qui vont sur les pistes d'autocross, qui connaissent un petit peu les décos, qui voient ce qui flash et ce qui tape à l'œil. Vraiment, c'est un petit peu son boulot. Alors, David, il va nous parler un petit peu de son métier. Je sais qu'il fait des cartes de visite, il fait de la déco, il fait de l'adhésif papier, il fait plein de choses. Il va pouvoir nous parler un petit peu de tout ce qu'il nous fait, notre ami David. Oui, en fait, c'est une passion que j'ai depuis un petit moment, que j'ai eu très jeune. Et puis en 2001, j'ai créé une micro-société. J'ai attaqué à faire ma première déco aussi en 2001. Et puis après, de fil en aiguille, les potes m'ont demandé. Puis après, ça s'est exporté un peu plus loin, jusque parfois à l'étranger. À côté de ça, je fais pas mal de fourgons aussi d'artisans pour les publicités, les créations de logos, tout ce qui est flyer aussi, les sets de table pour les restaurants, et puis aussi un petit peu de total covering de plus en plus maintenant sur les véhicules, voire même sur les cuisines. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Alors, si tu me permets.
Patrick, excuse-moi si tu le permets, le covering sur les cuisines. Alors là, je veux que tu m'expliques, David, parce que tu disais que certaines personnes, plutôt que de refaire leur cuisine, décidaient d'y coller de l'adhésif tout simplement. Oui. Oui, il existe maintenant de l'adhésif avec une colle très très forte qui permet de recouvrir les cuisines, de changer la couleur et qui est résistant aussi à la chaleur, sur lequel on peut poser même les plats chauds. Ça c'est intéressant. Et Patrick, comme tu le disais, effectivement, les voitures décorées par David, enfin les voitures, les buggy, les voitures, les sprint cars décorés par David, on ne peut pas les louper, on les reconnaît tout de suite sur le paddock. Toi qui as cette expérience-là, Patrick, hein, on a pu voir vraiment une vraie amélioration du côté des décos des véhicules. Ah, il est clair que depuis le début de l'autocross, depuis les balbutiements, c'est le jour et la nuit, hein, c'est complètement différent. Vous regardez les pilotes du Grenoble Autocross, par exemple, hein, tous ces copains avec qui tous les week-ends David passe, hein, vous voyez vraiment des machines qui sont vraiment superbes, hein, à chaque fois. Alors c'est vrai que le début, bah, c'était un petit coup de peinture, chacun faisait ça dans son petit coin. Là maintenant, ce sont vraiment de belles réalisations, hein. On retrouve ça, tu sais, même sur les casques, hein. Les pilotes se font maintenant faire des décos. Vraiment, il y a de la recherche, il y a quelque chose. On essaye un petit peu de faire quelque chose de différent. Et c'est vrai que c'est bien sympa quand même. C'est vrai que les véhicules d'autocross et de sprint car allez, on peut le dire, une nouvelle gueule et qui va bien sur les circuits terre. David, effectivement, c'était une passion au début de pouvoir décorer les véhicules, mais il a quand même fallu se diversifier pour pouvoir en vivre. Parce que dans le milieu de l'autocross et du sprint car, au début, on a travaillé beaucoup pour les copains. Il a fallu aussi, je pense, peut-être un peu tirer sur les prix pour se faire connaître. Mais quand tu as décidé, en tout cas, d'en faire ton activité principale, il a fallu se diversifier. Oui, mais de toute façon, c'est une passion. Donc, en fait, on crée une maquette ou une déco sur un sprint car ou on place même ne serait-ce qu'un flyer pour un restaurant. Enfin, c'est des choses qui m'intéressent. Donc voilà, après, c'est les clients qui m'aiguillent dans certains domaines. Il y a certains domaines dans lesquels je ne serais même jamais allé parce que je n'y aurais pas pensé. Et voilà. Et alors, David, aujourd'hui, ton quotidien, c'est quoi? C'est de la création graphique et tu as aussi tous les outils disponibles pour pouvoir créer toi-même. Enfin, est-ce que tu as une imprimante, j'imagine, des choses comme ça à la maison? Comment ça se passe? Alors, j'ai un plotter de découpe. C'est pour découper l'adhésif. En fait, j'achète des rouleaux d'adhésif de chaque couleur. Et là-dedans, je découpe mes formes, mes créations, qui après je vais coller sur les véhicules. Et autrement, quand il faut de l'adhésif imprimé, c'est-à-dire imprimer une photo, là, je fais sous-traiter. D'accord, ok. Et alors, après tout ce travail préparatoire de conception, d'impression, enfin de découpe sur ta machine, combien de temps il faut pour décorer un sprint car et décorer une voiture? Qu'est-ce qui est le plus simple? Qu'est-ce qui est le plus long? Alors, tout dépend de la décoration. La création, c'est pareil. Déjà, la création, on peut passer beaucoup de temps. Parce qu'il y a des jours où on ne trouve pas la solution, le truc qui fait que ça va être bien, que ça va être joli. Parfois, même, j'arrête. Et puis, je reprends le lendemain ou quelques jours après. Et puis après, bon, ça peut prendre une demi-journée, une journée. Voilà. Et puis après, il y a la préparation de l'adhésif. Il faut compter environ 2 heures. C'est-à-dire de tout découper, de tout écheniller, c'est-à-dire enlever l'adhésif qui ne servira pas pour ensuite le recouvrir d'un adhésif transparent, ce qu'on appelle le TEP. Voilà. Et ensuite, après, il faut coller la décoration. Donc voilà, tout dépend de la déco. Mais en général, par exemple, sur un sprint car, c'est entre 6 et 8 heures de collage. On t'a vu quelquefois intervenir sur les circuits, attaquer le chantier le vendredi après-midi pour qu'il se termine tard, dans la nuit du vendredi au samedi, pour que le pilote puisse prendre le départ avec une machine, avec un véhicule rutilant le samedi matin. Oui, c'est arrivé. D'ailleurs, c'était arrivé avec Alexandre Teuil à l'OEAC. J'avais fait la décoration dans la nuit du vendredi au samedi. J'avais terminé, je ne sais plus, à 2-3 heures du matin.
Et le matin, il est parti à sa première manche, oui, à 8h30, enfin bref. Et premier virage, il y a eu un choc, le pare-choc était brisé. Voilà, du coup, on a recommencé. Il a fallu recommencer. Merci David. On va continuer. Et Patrick, si tu veux bien, on va du côté de l'OEAC parce qu'on vient d'en parler. On retrouve nos amis d'Alecom. Oui, bien sûr. Bien sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure en présentation, tout le monde connaît le camion bleu. Tout le monde est au courant que c'est Lulu qui a fait la peinture. Il n'y a pas de souci. Nos amis Lulu, c'est des gens qu'on connaît depuis de nombreuses années. 1997, je crois, où ils ont commencé. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Je les ai connus, moi, où ils avaient tiré des photos encore en argentique. Ils avaient le laboratoire qui était à l'intérieur du camion et on développait les photos. C'était déjà une belle réalisation. Alors, les amis Lulu et Manu, je ne sais pas lequel va nous répondre, mais parlez-nous un petit peu de ce que vous faites vous aussi. On sait que principalement c'est de la photo, c'est clair, mais pas que. Tout à fait, mais pas que. Mais donc pour l'historique, oui, on est installé depuis 97 à l'OEAC. Et donc, ça va faire 23 ans cette année qu'on suit les courses tous les week-ends avec notre fameux camion bleu. Et effectivement, jusqu'en 2006, on était en numérique. Et je dois dire que en argentique, pardon. Et je dois dire que le numérique nous a bien fait du bien dans l'installation du camion à chaque fois qu'on arrivait ou qu'on repartait. Donc, on a gagné du temps à ce niveau-là. C'était vraiment très, très pratique, le numérique. Ouais. Alors, et puis, je crois qu'aussi la semaine, vous faites des séminaires d'entreprise. Vous avez des partenariats principalement avec le circuit de l'OEAC, je crois, pour l'école de conduite. En effet, la semaine, si tu veux, on travaille avec toutes les écoles de pilotage de l'OEAC et d'ailleurs aussi. Donc, on a des séminaires d'entreprise à l'OEAC, mais également sur toute la France, parce qu'on suit les écoles de pilotage quand ils invitent leurs clients. Et on travaille également, bien sûr à l'OEAC, mais on travaille également avec des entreprises particulières pour faire leurs photos, que ce soit leurs plaquettes publicitaires ou autres. Ça, c'est l'activité qu'on a la semaine, étant donné que le week-end, on est pris tous les week-ends de mars à fin octobre sur les courses, en rallycross et en autocross principalement. Oui, voilà, c'est ce que je voulais souligner, c'est que c'est pas forcément autocross ni même rallycross. Vous faites aussi karting, vous faites tout ce qui se passe principalement sur le circuit quand même de l'OEAC autour de chez vous, en dehors de l'autocross et du rallycross. Oui, tout à fait. Notre activité principale, c'est la terre, donc c'est l'autocross et le rallycross. Et puis, quand on a un week-end où il n'y a pas de rallycross ou d'autocross, on fait soit un rallye, soit du karting, soit le super motard quand il a lieu à l'OEAC également. Et puis, entre autres, la manche du championnat du monde à l'OEAC, bien sûr, en rallycross. Oui. Et on a également comme activité la semaine toutes les commandes, puisqu'il faut assumer toutes les commandes de trophées, enfin tous les petits produits qu'on fait dériver par rapport à nos photos pour les pilotes. Oui, et d'ailleurs, il faut souligner, vous faites tout vous-même, tout ce qui est la sérigraphie sur tous les objets publicitaires, toutes les partenariats que vous pouvez avoir avec les différents pilotes ou différentes entreprises. Il est doué, donc il le fait très bien, donc on va continuer comme ça. Mais ça, on le savait, parce que depuis le temps que tu nous le vends, ton Lulu, que c'est un homme qui est doué. C'est vrai que Lulu et Manu, c'est quand même des gens, on va dire, chez qui on se retrouve et on a à chaque fois beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à se retrouver avec eux, parce que c'est vraiment la gentillesse même. Bien sûr, tous les gens avec qui on travaille, c'est tous comme ça. Mais il y a une petite affection quand même un peu particulière avec ces deux personnes qui vraiment sont charmantes. Oui, c'est vrai que il est vrai qu'il y a la course, ça c'est une chose, ça c'est notre travail, mais il y a aussi le côté convivial qu'on retrouve dans l'autocross le soir dans les paddocks, et ça c'est important d'être présent dans les paddocks le soir. On ne saurait pas faire sans. On ne saurait pas faire sans, à tel point que on ne saurait pas faire sans, comme le disait Manu, à tel point que sur cette saison un peu particulière, on a senti le besoin de se retrouver.
et en juillet ici et en septembre dernier du côté de l'OEAC. L'OEAC, alors effectivement, l'OEAC, il y a plein de choses, il y a plein d'activités de sport automobile, mais je vous invite aussi à y aller quand il n'y a pas de compétition, parce que c'est un village très charmant. Il y a bien sûr le manoir de l'automobile qui est une référence mondialement connue qu'il ne faut absolument pas louper. Et puis si vous avez la chance d'être là-bas un week-end où il n'y a pas de compétition ailleurs, ben, passez faire un petit coucou à Manu et Lulu. Ils seront contents de vous présenter leur atelier parce que c'est aussi très intéressant de voir la manière dont ils travaillent, leur bureau, avec notamment ce mur des légendes que Lulu, tu as derrière toi. Dis-nous un petit peu qui est-ce qu'on retrouve sur ce mur des légendes. Bah, il est vrai que ce mur, il commence à dater. Toutes les photos qui sont derrière sont dédicacées. Ça, c'est un petit plaisir personnel. La première photo qui date quand même, parce qu'elle est de François Severs, donc ça, c'est quand même pas tout nouveau. Hein. Et puis bah, après, on a du Beltoise, on a du Loeb, on a du Solberg, on a Lafitte, Gérard Rolls, parce qu'il est venu rouler en karting ici, également à l'OEAC, du Bruno Sabi, du Pescarolo, enfin, toutes les légendes de l'OEAC, enfin de l'OEAC qui sont venues à l'OEAC. Et puis sans oublier également Michel Homel, parce que le village de l'OEAC ne serait pas le village sans Michel Homel, bien sûr. Hein, notamment. Ouais, alors Michel Homel, on peut le préciser, pardon, Lulu, pour ceux qui ne le connaissent pas. Michel Homel est un patron de presse. Hein, c'est lui qui gérait notamment le magazine Échappement et toutes les publications liées au domaine de l'automobile. Et c'est également celui qui est le propriétaire du manoir de l'automobile et de cette collection absolument exceptionnelle. Tout à fait. Tout à fait. Sans l'apport de Michel Homel, notamment du manoir et de tout ce qu'il a fait autour, l'OEAC ne serait pas l'OEAC. C'est vrai que c'est un village complètement dédié à l'automobile. Merci Manu et Lulu. Je me retourne vers Didier, mon pote Didier, parce qu'on a l'habitude de beaucoup travailler ensemble. Alors les gens nous ont vus souvent nous balader dans les paddocks avec Didier pour la réalisation des vidéos qu'on essaie de vous faire tous les week-ends. Mais ça, Didier, il le fait sur son temps libre et quand il a terminé sa mission. On va avoir le temps de détailler sa mission sur les circuits tout à l'heure. Mais Didier, c'est avant tout, avant d'être un vidéaste, c'est un passionné de sport automobile. Didier, raconte-nous un petit peu d'où tu viens et quelles sont les pratiques automobiles que tu as pu faire dans ta carrière. Alors, pour info, j'ai toujours été proche d'une voiture de course. Bon, peut-être que cette année, un petit peu moins que les autres années, parce qu'évidemment, ça nous a un petit peu éloignés. Mais déjà tout petit, mon père m'emmenait voir des rallyes sur terre. On avait la première épreuve du championnat de France qui se faisait dans notre village, à Bretenoux, le rallye Castine. Et quand on a connu tout gamin ces courses-là où on voyait arriver la télévision, bon, je parle de ça, c'était il y a 45 ans. Donc on voyait arriver la télévision, des gens du showbiz, des gens qui présentaient comme Roger Giquel qui présentait le 20h, qui venait courir avec une 104. On voyait ça avec plein de paillettes dans les yeux et on se disait bah, un jour il faut que je fasse ça, il faut qu'on soit dans une voiture, il faut arriver à faire ça. Donc dès que j'ai eu la possibilité de me mettre dans une voiture, ça a été en tant que copilote. Ça a duré 6 années, et 6 belles années où on a réussi à se qualifier 2 fois pour une finale de Coupe de France. Mais c'était pas assez, il fallait, une fois qu'on était à droite, j'avais envie de goûter à ce qui se passe derrière le volant. Mais il faut quand même beaucoup de conditions pour que ça puisse se faire, et notamment financières, il faut du personnel, il faut des locaux, il faut tout un tas de choses. Alors j'ai commencé par faire un stage de pilotage, je me suis installé dans une Subaru Impreza et l'école m'a gardé pendant 7 ans. Et du coup, j'ai passé des années aussi absolument fantastiques puisque tous les jours j'étais dans une voiture. Et ils m'ont donné la possibilité de participer à des épreuves de championnat de France de rallye asphalte et puis quelques épreuves de rallye de première div. Voilà, après, c'était un super rêve. Comme beaucoup de rêves, malheureusement, bah, il y a eu une fin à tout ça. Il a fallu se retourner, essayer de faire autre chose. Et pour ne pas quitter le monde des rallyes, en tant que spectateur, j'ai commencé à faire quelques photos, dont le résultat me convenait pas plus que ça. Et c'était surtout en partie parce que j'étais mal équipé. Donc, j'ai fait comme les autres.
ceux qui faisaient des belles photos. Je me suis équipé de matériel et j'ai arpenté les chemins pour pouvoir continuer cette passion d'être proche des voitures de course. Et mon travail a plu à Contour, qui m'ont pris pour faire les reportages pour le rallycross. J'ai fait aussi Contour moto avec eux. Quand le magazine s'est fini, j'ai fait partie de l'aventure de Génération Terre avec le groupe Génération, où pendant 2 ans j'ai fait tout ce qui est rallye terre et rallycross. Jusqu'au moment où je suis devenu conseiller à la rédaction et iconographe. Malheureusement, ça aussi, ça s'est arrêté. Il a fallu rebondir encore une nouvelle fois et rebondir le plus proche possible des circuits. Donc, comme je connaissais un peu le rallycross et que j'étais équipé d'un véhicule avec un mât télescopique, j'ai proposé mes services pour faire des vidéos qui pourraient servir la direction de course pour trancher des situations. Et là est arrivé l'autocross. Et avec l'autocross, on a fait un essai à Saint-Georges-de-Montaigu, qui était encore en championnat de France. Et ça l'a fait tout de suite, on s'est très très vite compris. Moi, j'ai trouvé un univers qui était absolument fantastique, celui de l'envers du décor. Et petit à petit, on a modernisé l'installation et fait un produit qui est tout à fait adapté à ce type de course. Suite à ça, le rallycross est venu me chercher et du coup maintenant je fais les deux épreuves pour l'arbitrage vidéo. Et Didier, l'arbitrage vidéo effectivement est arrivé dans plusieurs disciplines sportives et aussi chez nous. Alors raconte-nous un petit peu, Didier, comment se passe un week-end d'autocross, parce que il faut absolument que les gens puissent prendre conscience du boulot que cela génère, parce qu'il faut déjà être le jeudi sur le circuit. Voilà, c'est ça. Ça demande beaucoup d'installation, il y a beaucoup de matériel. Donc, pour être prêt le vendredi à 16h, heure à laquelle tous les officiels arrivent sur le circuit et veulent commencer à prendre contact un peu avec tout le monde, il faut arriver le jeudi matin, commencer à faire son installation, faire la prestation et tout redémonter le dimanche soir et finir même par rentrer que le lundi après-midi. Donc c'est une occupation plénière. Le week-end pour moi, c'est juste le mardi et le mercredi après-midi. Ça, c'est mon week-end de la semaine, sachant que c'est des journées qui sont entièrement dédiées au nettoyage du matériel parce que la terre, ça salit beaucoup. La terre, ça salit beaucoup. Didier, ce que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, il y a cette partie arbitrage vidéo qui nous permet de te connaître, mais il y a aussi d'autres activités. Tu me confiais que tu travaillais pour des magasins, pour des chaînes de bricolage. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais en dehors des courses. Alors là, on est loin de la voiture de course. Hein. Ce que je réalise, c'est souvent les petites vidéos que vous voyez défiler en tête de gondole ou dans des linéaires de magasins de bricolage, des petites vidéos qui vantent les produits de tel ou tel produit. Dans une certaine chaîne de magasins, il y en a beaucoup qui sont passés par mes ordinateurs. Hein. Voilà. Ça, c'est une grosse activité de l'entreprise. Il y a aussi une part de prestations pour les professionnels de photo et de prise de vue aérienne avec un drone. D'accord. Et puis, Didier, tu disais que tu arrivais le jeudi pour installer sur le circuit, pour être prêt le vendredi à 16h, parce qu'il y a l'arbitrage vidéo, mais il y a également la mise à disposition d'un serveur, parce qu'aujourd'hui, l'autocross et le sprint car tend vers le zéro papier, et c'est la mise à disposition de l'ensemble des résultats, des classements intermédiaires, de tout l'administratif, sur un serveur informatique accessible à l'ensemble des officiels présents sur le circuit. Voilà, la réponse est pratiquement dans ta question. Oui, l'idée en dehors du procédé d'arbitrage vidéo, il était de trouver un système qui tendrait au maximum vers le zéro papier. Donc, tant qu'on a la possibilité de s'échanger des fichiers au format numérique, de les signer, de les certifier, eh bien on le fait. Tout ça, c'est un flux un protocole de travail qui fait que tout se centralise au niveau d'un serveur central qui est accessible depuis
les vérifications administratives, les techniques, le collège, alors j'essaie d'oublier personne, la direction de course, l'observateur FFSA, la presse, et je dois en oublier un certainement, j'ai dit l'observateur, le délégué FFSA aussi. Voilà, tous ces petits mondes qui représentent une vingtaine de personnes doivent avoir accès en temps réel aux données du serveur sans se déplacer et sans émettre de papier. Les seuls papiers qu'on peut émettre, c'est le classement qui part de nos imprimantes pour l'affichage et éventuellement lorsqu'une notification est réalisée pour convoquer un pilote suite à un problème. Ça, c'est un papier qu'on est obligé de lui faire signer, donc on ne peut pas l'éditer entièrement en PDF, même si on l'archive après sur le serveur. D'accord. Oui. Patrick, Et puis, oui, je crois aussi que tu as mis en place, Didier, sur la grille de départ, une tablette à destination justement du commissaire qui est en charge de placer les véhicules sur la grille, de manière à avoir une remontée en direct de l'information en cas d'absence sur la grille. Voilà, le but de ça était de faciliter le travail du chronométreur parce que l'autocross a cette particularité de faire des vérifications techniques pendant que les pilotes sont sur la piste. Donc, en fonction de la catégorie, il faut que, même si un pilote est engagé, il n'est pas obligatoirement admis à participer à la course. Donc, une fois que tout le monde est passé au niveau de l'administratif et du technique, on lui donne l'autorisation de partir. Cette information lui est remontée des différents services par l'intermédiaire de ce système informatique. Le chronométreur édite une liste des autorisés à prendre le départ et en informe par le biais d'une tablette la personne qui va faire la disposition des pilotes sur la grille. Et il est déjà arrivé, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, il est déjà arrivé qu'un pilote se présente en disant « moi je suis inscrit, je suis arrivé », mais il n'est pas passé à l'administratif ou aux techniques, donc il n'est pas conforme, il n'est pas considéré pas conforme, et du coup, on pourrait lui donner le départ. Donc ce système-là lui permet de bloquer ce genre de personnes et de l'écarter de la grille tout de suite. Oui. Et zéro papier. C'est-à-dire que là, il fait ça à partir d'une tablette qui lui donne toute l'information. Et après, une fois qu'il a mis que tous les véhicules sont disposés sur la grille de départ, lui, il a une grille de départ dessus, sur sa tablette, et il vient positionner les numéros sur la grille de départ. Cette information nous remonte, comme ça on sait qui est où, et le chronométreur a cette information aussi qui lui sert bien dans son travail du moment, quoi. Voilà. Et puis je crois qu'il y a aussi, enfin c'est pas je crois, j'en suis sûr, il y a tout le travail après de montage de tous les lives que vous faites avec Florian. Hein, par exemple, tous les reportages le vendredi, les interventions sur la piste, les interventions tout au long du week-end. Il y a tout un travail de montage aussi à faire pour diffuser après ces petites vidéos. Alors c'est vrai qu'on ne va pas s'étaler sur l'ensemble des prestations qui sont réalisées dans la journée parce qu'il y a des petits camarades qui pourraient trouver le temps long, mais on est très occupés, très sollicités, et malgré ça, le soir, on ne souhaite pas couper directement, donc on fait encore un petit peu de com, et on va, avec Florian, on va soit faire des lancements pour pouvoir les diffuser, faire la promotion de l'épreuve, soit faire des interviews d'une personne par catégorie pour les mettre un peu à l'honneur, pour faire parler d'eux. Et donc ça, effectivement, on essaye de tourner ça dès que c'est fini, donc ça doit être autour de 19h30, un truc comme ça. Ça doit durer une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis après, il faut faire le montage et le diffuser pour que dans la nuit, ça parte. Et qu'on ne se couche pas trop tard, parce qu'à 4h15, quand le réveil sonne pour aller remettre tout le système en route le lendemain, on essaye de se préserver un peu et d'avoir au moins 3-4 heures de nuit. Oui, puis je crois quand même, moi qui te connais quand même suffisamment bien, que tes journées sont quand même bien remplies et que la pause repas régulièrement, c'est pratiquement où on t'amène un petit plateau repas parce que les copains sont là, ou le repas carrément il saute. Hein, c'est quelque chose de très prenant. Oui, c'est ça. Il n'y a pas disons que moi je fonctionne comme ça. Je préfère
je préfère passer dessus et être sûr qu'au moment de repartir, tout fonctionne bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur des circuits en terre, donc il y a beaucoup de projections, d'embrun, et il y a toujours de la maintenance à faire, une batterie à changer, quelque chose qui s'est passé, ou même il y a on va dire entre 20 et 30 caméras en fonction des circuits qui sont positionnés. Les positions des caméras sont validées avant par le directeur de course, mais il peut arriver que pour le jour en question, eh ben, on a posé une caméra parce que l'année dernière elle était très bien là, mais l'année dernière c'était sec et cette année c'est mouillé, et du coup les distances de freinage n'étant pas les mêmes, eh ben, c'est entre midi et deux qu'il va falloir rectifier le tir et aller bouger les caméras pour qu'on puisse avoir vraiment l'image bien cadrée pour la direction de course, quoi. Merci Florian. Didier, merci Patrick. Didier, on voit qu'il a l'habitude de filmer les gens qui sont interviewés, hein. Lui aussi, il a la parole facile. Didier, je voulais revenir voir David à bloc. David, on a parlé des pilotes que tu as pu accompagner tout à l'heure. Je crois qu'il y a aussi des pilotes étrangers que tu as pu accompagner. Des pilotes étrangers, de qui tu veux parler? Alors, je ne sais pas, mais au moins des garçons qui étaient sur la scène internationale. C'est-à-dire que Block Design est connu aujourd'hui sur la scène européenne, du moins. Oui, bien sûr. Moi, j'avais fait la déco à Thomas, David Anacleto, Florent Tafani, Johnny Feuillade. Une année, j'ai fait Bernd Stub aussi. Et, voilà. Bon, et alors du coup, ça fait combien de titres européens pour Block Design? Je ne sais pas, j'ai jamais compté. David, alors corrige-moi si je me trompe, je ne crois pas que ton activité t'ait permis aujourd'hui de suivre une année complète du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. On t'a vu beaucoup, on te voit régulièrement, mais est-ce qu'une fois tu as pu te faire une saison complète? Non, pas du tout. Non, du tout. Alors on te voit souvent... Comment? On te voit souvent du côté de Moron, parce qu'il y a encore des ultimes décos à terminer quelquefois, avant de prendre le départ de la première épreuve. Non, Moron, la dernière fois que j'y suis allé, je crois que c'était en 2012, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais. Après, je vais pas mal Saint-Denis-de-Vert. Et ouais, non, c'est à peu près tout. Hein. Is-sur-Tille, oui, bien sûr. Bon. On rappelle que tu es positionné du côté de Grenoble, hein. C'est là-bas que tu vis et c'est là-bas qu'on peut te trouver. Mais aujourd'hui, il est facile de travailler à distance avec toi, hein. Tu travailles bien sûr pour des clients qui sont délocalisés. Oui, grâce à Internet, c'est vrai que c'est assez pratique. Hein. On envoie les colis, ils collent la déco eux-mêmes ou la font coller aussi par d'autres entreprises aussi. Il y a cette solution-là. D'accord. David, quand j'ai eu besoin de toi, tu n'as pas hésité longtemps pour me rendre ce service sur la conception des affiches qui annonçaient les émissions, les échos du paddock. Oui, c'est Mathieu Moreau d'ailleurs qui m'a identifié sur ta publication. Donc évidemment, vu qu'on se connaît depuis un bon bout de temps, voilà, j'ai pas hésité. Ouais. Ouais, non, mais c'est très bien. Et puis on est très fiers en tout cas de t'accueillir parmi les partenaires de l'OFAC, puisque le travail réalisé nous a permis de réaliser une bonne com sur ces émissions, les échos du paddock, souvent illustrées avec des images d'Adecom. On retourne voir Manu et Lulu qui vont nous parler un petit peu de leur week-end. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment se déroule un week-end de compétition, que ce soit en autocross ou en rallycross, parce que j'imagine qu'ils sont à peu près similaires. Comment ça se passe? On sait que toi, Manu, tu es le plus souvent au camion à la réception des clients, et c'est Lulu qui est sur le terrain. Voilà, le vendredi en général, on s'installe de toute façon tranquillement. On dit bonjour à tout le monde, à tous ceux qui viennent nous voir, il n'y a aucun souci. Et puis le samedi matin, on attaque de bonne heure. Nous, on se lève de bonne heure pour attaquer sur les premiers tours de roue. En général, on veut être là au tout premier tour. Et puis après, Lucien fait les photos, il me les ramène au camion. Je trie toutes les photos de tous les pilotes et les pilotes peuvent directement venir voir au camion les photos de la matinée, déjà à partir de 12h30, 1h. Et tout le week-end, on recommence. Ça représente combien de photos sur un week-end? Combien de photos sont prises sur un week-end?
Alors, en autocross et en rallycross, c'est assez conséquent. Et on est entre, on va dire, 4000 et 8000 photos. Parce qu'on essaye de prendre tout le monde. De toute façon, on prend tous les pilotes. On ne fait pas de ciblage, nous, on prend tout le monde. Et donc, forcément, avec tous les tours de piste qu'ils nous font et toutes les petites figures aussi intéressantes, ouais, il y a des fois, ça monte à pratiquement 8000 photos dans le week-end. Et moi, je trouve. Ce qu'on peut préciser aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, c'est que s'ils n'ont pas eu le temps de prendre leurs photos sur le meeting, et pas eu le temps de se rendre au fameux camion bleu pour récupérer leurs clichés, il y a bien sûr le site internet sur lequel l'ensemble des clichés sont à disposition. Donc là, voilà, c'est mon job, ça. La mise en place sur le site, c'est moi qui retrie les photos, qui les remet de façon à pouvoir accéder au site. Voilà, c'est le travail du lundi matin, ça. Quand on est rentré dès le lundi ou le mardi, c'est de remettre toutes ces photos sur le site, de façon à ce qu'elles soient visibles le plus facilement possible, le plus rapidement possible pour les pilotes. Voilà, c'est ça. Et c'est un travail qui vous prend du temps dans la semaine parce qu'il y a un gros bloc de classement. C'est vrai que quand il faut trier 8000 photos, ça commence à en faire. Et puis, dans l'atelier, il faut aussi se mettre à la fabrication des mugs, des pendules qu'il faut découper, tous les produits dérivés qu'aujourd'hui Adecom a réussi à développer et à commercialiser. Ça, oui, tout à fait. C'est un gros travail parce que il faut assumer après toutes les commandes avant de repartir le week-end d'après sur les courses. Donc il y a un gros travail de photos à coller, à découper et à vernir afin de réaliser les trophées, les porte-clés, enfin tous les petits accessoires qu'on fait à côté de la photo proprement dit. Donc là, c'est également un gros travail. Mais le gros travail, il est aussi, il y a une bonne journée et demie, voire 2 jours pour mettre toutes les photos sur le site. Ça, c'est le travail d'Emmanuel en début de semaine. Et Lucien, il fait le ménage en camion. C'est bien. Les tâches sont partagées du côté de l'OEAC. C'est rodé depuis le temps. Didier, je voudrais qu'on revienne sur, parce qu'on a parlé de toute ton installation et de tout ce que tu faisais sur le circuit. Parle-nous de l'arbitrage vidéo et de comment ça se passe. Pourquoi on te sollicite à un moment donné? Pourquoi le pilote est convoqué à un moment donné? Comment se prennent les décisions? Les éventuelles sanctions s'il doit y avoir? Comment ça se passe? Alors, je suis dans ce qu'on va appeler la cellule vidéo avec un directeur de course adjoint, un juge de fait, quelqu'un qui est un fédéral, qui est habilité à prendre des décisions. Je mets devant lui 2 écrans avec l'intégralité des caméras sur lesquelles il faut qu'il fasse un petit peu le caméléon. Hein, c'est pas facile à faire, mais c'est son job. Et dès qu'il va noter une irrégularité sur la piste, c'est un véhicule qui peut se retrouver à l'envers, à un endroit où il peut y avoir de la poussière et c'était pas prévu. Eh bien, il me dit, écoute, est-ce que tu peux me regarder ce qui vient de se passer sur la caméra 12? Et donc moi, je vais chercher l'image et je lui fournis dans les quelques secondes qui suivent sa demande. Je lui fournis les images pour qu'il puisse soit considérer qu'il n'y a rien parce que le pilote a fait un tout droit tout seul, par exemple, soit de se dire, bon, là, il y a quelque chose, on va faire une investigation, un rapport, une notification, et tout ça dans le laps de temps le plus court possible. Si c'est un faux départ, il faut qu'on notifie le pilote dans l'entrée de son 2e tour pour qu'il puisse être signifié par le biais d'un panneau qu'il est mis sous investigation. Et puis, si un pilote ou des pilotes ont fait des bêtises, le mieux possible, c'est de rendre la décision avant la fin de la course ou de la qualification pour que les chargés de relations concurrentes puissent dire au pilote « tu es convoqué à la direction de course ». Immédiatement et voilà, parce que c'est plus facile de les attraper à la fin de leur parcours plutôt que d'aller chercher au fond du paddock, même si souvent ça peut se passer comme ça. Donc là, le pilote est signifié, il vient en direction de course, on lui dit pourquoi il est là.
il a possibilité de se défendre, d'apporter soit des images, soit de donner sa version des faits. Et si ça ne change pas le jugement du juge de fait ou du directeur de course adjoint, il prend une pénalité. Voilà. Et puis, bah, il a soit la possibilité de dire bon, bah, tant pis, je ferai plus, soit de dire eh bien, je suis encore pas d'accord là-dessus, je fais une réclamation, et à ce moment-là, le collège des commissaires sportifs va rejuger la situation par rapport aux éléments que lui va apporter. Les outils que tu as mis en place, Didier, te permettent aujourd'hui d'envoyer les images directement par flux auprès du collège. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que fini le temps où les gens se déplacent et viennent s'agglutiner à l'écran, on est capable aujourd'hui de leur envoyer à travers ce serveur. Voilà, chaque notification fait référence à un fichier vidéo qui est stocké sur un serveur. Et donc, ce fameux collège, s'ils veulent rejuger une situation, a tout à fait l'accès aux vidéos et en abuse exactement comme ils le veulent. Et comme tu le dis, ils ne se déplacent plus dans la direction de course où nous, on peut être déjà sous investigation avec des situations très compliquées et très tendues. Donc, chacun juge de son côté sans se déplacer depuis son ordinateur. Ok, merci Didier. Patrick, une question pour rebondir ? Oui. Je voulais revenir un peu, moi, avec Lulu et Manu. Faut le rappeler quand même, c'est grâce à eux que tous les ans, on fait une remise de prix, les trophées, les livres, les calendriers. C'est vraiment un sacré boulot que vous nous faites là encore. Qu'on n'aura pas cette année, mais oui, ça fait plaisir de distribuer, enfin qu'on nous fasse confiance déjà, et après le bonheur dans les yeux des pilotes quand ils reçoivent leurs cadeaux, ça nous fait plaisir aussi. Et ça, c'est un travail de tous les deux. Ça dépend ce que c'est. Et c'est beaucoup de travail. Pas simple de se renouveler. Là, non. C'est vraiment pas une phase. Enfin, il faut trouver toujours des produits qui font plaisir et qui ne soient pas répétitifs tout au long de ces années-là. Ouais. Ah, d'accord. J'ai une question pour David. David, est-ce que tu fais de la déco, toi, sur les casques? Très rarement, non. C'est pas mon truc. Ouais. Vaut mieux se diriger vers la Vosque. Il fait ça très bien. Ouais, d'accord. Didier, pour assurer ta prestation, moi je t'ai vu certaines fois, le genou complètement démoli, et tu es arrivé quand même à assurer cette prestation. C'est vraiment, on va dire, faut vraiment prendre sur soi à un moment pour arriver à assurer le job, quoi, tout simplement. Coûte que coûte. Là, le système fait aussi en sorte que si je ne suis pas là ou si ça ne marche pas, il n'y a plus rien qui marche. Donc la pression, elle est énorme. Oui, si tu fais référence à ce qui s'est passé une fois lors d'un championnat d'Europe, je me suis cassé un bras en tombant juste avant de prendre le camion et donc de faire Châtellerault Saint-Denis-de-Vert. J'ai dû faire la prestation avec un bras cassé qui a été opéré que après le meeting. Bon voilà, enfin je suis un peu peiné de devoir dire ça, mais coûte que coûte. Il faut que ça se fasse coûte que coûte. Il faudrait vraiment que la tête soit cassée et qu'il n'y ait plus rien qui fonctionne pour pas être là. C'est pas possible autrement. Et oui, toi aussi, tu fais partie de ces gens. Si tu n'es pas là, malheureusement, on va dire la course est vraiment bien mal partie, quoi. Disons qu'avant, ça se faisait sans moi. Oui. On faisait du papier, on remontait les informations prises par les commissaires de piste, on prenait des décisions. Enfin, ils prenaient parce que moi, c'est pas moi qui les prends les décisions, mais les décisions étaient prises avec les éléments qu'ils avaient. Si aujourd'hui, en championnat de France, que ce soit autocross ou rallycross, pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas être là, ils arriveront à faire une course.
Mais c'est vrai que on a tellement modernisé, on s'est tellement habitué avec ce confort-là qu'il faudrait revenir dans des temps un petit peu plus anciens. Tout pourrait se faire, mais le confort de travail, ça serait pas du tout la réactivité, la sincérité dans les résultats, parce que le but de l'arbitrage vidéo, c'est aussi d'amener des preuves au pilote que le juge a ce qu'il faut pour lui signifier une pénalité. Le but, c'est d'utiliser ces vidéos-là pour faire quelque chose le plus équitable possible, de ne pas y aller à la louche ou à l'émotion, et puis voilà. Donc, faut être là, il faut être là, il faut... Et puis il y a un plus, j'aimerais que tu expliques un peu aux téléspectateurs, quand tu fais le live sur l'épreuve, pourquoi? Eh ben, quelquefois, la caméra, on reçoit des tweets hein, comme quoi, ouais, la caméra numéro tant ne marche plus. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est très 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 sollicité sur certains meetings. On se demande comment on peut arriver à tenir le choc quand on a un départ avec une suspicion d'un faux départ, un pilote qui est là, qui est signifié et qui a toujours pas quitté le rupteur, qui est toujours à fond. Peut-être un accrochage sur la piste, tout un tas d'éléments qui font que c'est très 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 tendu. Le live, c'est une prestation, enfin disons, c'est un ordinateur que je mets à disposition pour faire tourner, pour faire tourner un live. Et en fait, personne ne le gère. On n'a pas le personnel pour pouvoir faire tourner ce live. Donc en fin de compte, on le met en route dès que ça commence et on prie pour que ça tienne bien jusqu'au bout. Sauf que dans la plupart des cas, j'installe toujours un accès Internet avec des grosses antennes 4G sur des circuits où il y a très rarement de l'Internet et souvent pas de téléphone. Donc on part avec des débits Internet qui sont très très faibles et il faudrait pouvoir gérer ça en permanence au niveau du live pour pouvoir assurer une continuité. Alors souvent, malheureusement, il y a des coupures qui peuvent être dues aussi à des coupures électriques, hein, ça peut arriver. Mais des fois, on n'a pas suffisamment de débit Internet pour pouvoir faire un live dans de bonnes conditions. Et malheureusement, si ça coupe, il faudrait vraiment que je sois en situation de n'avoir rien à faire pour pouvoir le gérer. Mais comme souvent, ce n'est pas le cas, eh bien, on ne peut pas. Et si on a fait le choix de mettre la caméra numéro 13 en haut à droite sur le live, et que cette caméra se prend un embrun de boue, il va falloir certains événements pour que je puisse me rendre sur la piste moi-même pour pouvoir la nettoyer. Donc soit elle est très très importante et le directeur de course ne va pas relancer une épreuve, ne va pas relancer une course et va m'autoriser d'aller la nettoyer. Mais si elle n'est pas super importante parce qu'elle est couverte par d'autres caméras avec d'autres angles, ça peut durer une demi-heure comme ça et malheureusement l'internaute va voir une carie au milieu de son écran. Je m'en excuse, mais jusqu'à aujourd'hui, c'était pas possible. Donc, probablement, normalement, à partir de cette année, si on avait tourné, on a une personne qui va certainement être là à chaque fois et qui va être au moins devant l'écran pour me dire attention, il y a eu une coupure ou attention, il y a eu tel ou tel événement. Ce qui fait que moi, dans la pile des choses que j'ai à faire, je sais qu'il faudra que j'intervienne sur le live. Mais dans la mesure où il n'y a personne qui gère à la seconde près le live, eh bien malheureusement, il y a des petites choses qui sont pas bien. On essaye au moins d'avoir ton son, au moins toi et ton collègue, au moins que la personne qui se retrouve derrière son écran puisse au moins avoir l'audio si les caméras ont bougé, ont été salies par la boue. Et Patrick. Ouais, merci Didier. Florian. Oui. Patrick. Très souvent, on a proposé aux détracteurs de venir bénévolement derrière l'écran, parce qu'il y a une chaise derrière cet écran, mais elle est désespérément vide jusqu'à ce que effectivement Nadège vienne nous rejoindre là sur une saison quasi complète pour nous accompagner. On est à 50 minutes d'émission tous ensemble. Il nous reste encore Madame la Présidente à interroger. Moi, j'ai une dernière question pour chacun d'entre vous. Et puis, Patrick, tu pourras aussi leur poser une dernière question. Moi, c'est la traditionnelle question que je pose aux équipementiers et ou aux partenaires. C'est de savoir quelle est votre catégorie préférée dans l'autocross et le sprint car
et pourquoi? On va commencer avec Adecom. Tiens, Manu et Lulu, chacun votre réponse. Bah, la plus impressionnante, c'est le Super Buggy, parce qu'il n'y a pas de secret. Et le 1600, parce que c'est impressionnant par la vitesse, impressionnant par ses départs. Pour moi, c'est les plus belles courses, les plus spectaculaires et les plus belles courses qu'on puisse avoir. Mais il ne faut pas oublier qu'en kart aussi également, les filles se défendent très bien et les filles nous font des beaux départs et des belles courses aussi, aussi spectaculaires que celles des garçons. Moi, je préfère les filles. Manu, parle-nous 2 secondes de tes clients étrangers qui viennent au Camion Bleu à Saint-Georges-de-Montaigu. Il y a quelquefois de grands moments. Heureusement, tu es là et tu me traduis des choses qu'on me dit en russe, en allemand. Je ne comprends rien. Donc, non, c'est très, très compliqué. Mais après, avec les mains, on arrive toujours à se comprendre. Et en tout cas, c'est une fierté. Tiens. C'est une fierté de savoir que les produits Adecom, que les porte-clés Adecom ont pu rejoindre Moscou ou les fonds de la Hongrie. Ah ben carrément. On est depuis toutes ces années, vu le nombre de photos qu'on a vendues, même des cadres, et quand on arrive chez certaines personnes et qu'on les voit dans le salon accrochés, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci Manu et Lulu. David, ta catégorie préférée et pourquoi? Je dirais la Buggy 1600 en France et puis les Super Buggy en championnat d'Europe. Voilà, bah oui, pour la puissance, le 1600, c'est vrai que ça a l'air agile. Voilà. Et aussi, j'aime bien la Et tu Buggy ne parles pas d'Europe. de la catégorie, tu nous parles pas de la catégorie Buggy Cup à laquelle tu as eu l'occasion de t'essayer? C'est ce que je viens de dire. J'aime bien aussi la Buggy Cup, c'est vrai. J'ai eu l'occasion de faire 2-3 courses. Voilà. Merci David. C'est important en tout cas de pouvoir se positionner du côté pilote pour savoir de quoi on parle. Et puis quand les pilotes nous évoquent leurs courses, au moins on a eu ce ressenti. Didier, alors toi tu ne vois ces courses qu'à travers de l'écran, mais quelle est ta catégorie préférée et pourquoi? C'est très difficile de les hiérarchiser parce qu'elles ont toutes un intérêt particulier. Moi, j'aime beaucoup la maxi-tourisme. Je suis assez triste que le plateau soit pas plus étoffé que ça. Après, la maxi-sprint, c'est juste un truc de fou de voir autant de personnes dans des temps aussi serrés. Je sais pas comment ils font. Je sais pas au premier virage comment ils arrivent à pas tous se monter dessus, à quand même arriver à se trouver un bout de trajectoire, même s'il y a des accrochages. Je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne, mais j'ai peu l'occasion d'apprécier le spectacle sur les meetings. En fait, j'essaye de temps en temps de passer la tête par le carreau, mais pendant le meeting, je sais même pas qui c'est qui gagne à la fin. Vraiment, on sait même pas qui pilote puisqu'on gère que des numéros, et c'est très difficile c'est très difficile de se faire à l'idée. Donc de temps en temps, je sais que c'est une manche où on nous dit bah, tiens, il y a tel et tel pilote, on regarde si on a la possibilité par la fenêtre, mais voilà, on voit pas grand chose en fait. On voit tout, mais on voit rien. On sait rien. Donc si je peux résumer les maxi-tourismes, parce que voilà, j'aime bien quand même le format voiture, et la maxi-sprint la super sprint pardon, pour le côté énorme du fait qu'il soit très peu d'écart. D'accord. Merci Didier. Patrick, un mot pour conclure avec chacun de nos invités avant que je passe la parole à Valérie. Oui, rapidement, on va parler un petit peu plus technique avec Didier et Lulu. Pour vous, le circuit qui est le plus compliqué à gérer? Didier? Merci de la patate chaude. Le circuit le plus difficile à gérer. Je vais pas me faire des amis en répondant à cette question-là. Je dirais peut-être
ils ont des soucis de voisinage et du coup, ils n'ont pas la possibilité de garder des structures en fixe. Et du coup, quand moi j'arrive le jeudi matin, c'est la course pour tout le monde et mes locaux sont rarement livrés. Donc, ouais, là, c'est l'endroit où c'est le plus difficile parce que j'ai pas 5 minutes à perdre pour être prêt au moment où tout le monde arrive. Donc, ça, c'est le circuit le plus embêtant. En plus, il doit y avoir des antennes à proximité qui nous tordent les signaux. Donc, ouais, je galère un peu là-bas, ouais. Mais ça n'empêche que le circuit est fabuleux, les gens qui sont là-bas sont fabuleux. Hein. C'est pas, voilà, c'est juste la situation qui fait que pour moi, quand je vais là-bas, je sais que je vais être un peu plus embêté qu'ailleurs. Oui, mais c'est Oui, la merci. punition, c'est la plus proche de chez toi. Effectivement, c'est en autocross la plus près de chez moi. Oui, bah, oui, bah, bon, bah, c'est comme ça. Hein, c'est pas, voilà. Mais bon, il y a quand même tous les circuits où ça se passe très très bien. C'est juste une question d'adaptation. Là, je sais qu'il faut aller vite pour faire le montage et que souvent sont embêtés justement par le fait de leur voisinage. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, question maintenant à Lulu. Lulu, le circuit où tu prends vraiment le plus de plaisir à faire tes photos. Oh, pour moi, tous les circuits, parce que chaque circuit a sa spécificité. Après, c'est tributaire surtout de la météo pour nous. Mais non, il n'y a pas un circuit pour lequel je préfère faire des photos. Parce qu'après, il y a des angles qui sont plus impressionnants que d'autres. Pour moi, les départs sont toujours très impressionnants, quel que soit le circuit. Mais non, il n'y a pas de circuit bien particulier. Pour moi, chaque circuit a sa valeur. Et puis, pour le pilotage, comme pour les photos, ça nous permet de faire des photos différentes d'un circuit à l'autre aussi. Oui, d'accord. Et David, maintenant, David, quel est ton circuit préféré, toi, pour le coup? Pour moi, c'est Saint-Denis-de-Vert. Parce que c'est pas loin, le cadre est joli. On voit toute la piste, sauf un seul virage, qui d'ailleurs crée beaucoup de suspense, parce que souvent on en voit qui ressortent, qui n'étaient pas forcément devant. Voilà, et bon, le cadre est vraiment beau. J'adore cette piste. D'accord. Ben, Florian, pour conclure. Merci Patrick. Didier, on va pouvoir se mettre peut-être tous les 6 à l'écran, si tu veux, pour accueillir Valérie Carteron, présidente de l'OFAC. Valérie, tout d'abord, on est ce soir en compagnie des partenaires historiques de l'OFAC qui nous ont permis, avec ton accord et avec le soutien de ton bureau, bien sûr, de mettre en place cette émission Les Échos du Paddock, qui nous ont permis de rendre un peu moins difficile cette année 2020 si compliquée. Oui, je tenais à les remercier, que ce soit Didier qui fait toujours un boulot formidable, Florian, Patrick, tous ceux qui ont participé, et puis Dominique Nézère qui nous a aidé aussi avec ses photos, et puis merci à Bloch qui a accepté de travailler avec nous. Et puis Manu et puis Lulu, c'est un grand merci pour tout ce que vous faites tout le temps, quoi. C'est vrai qu'on peut préciser que pour Manu et Lulu, on a parlé tout à l'heure du travail qu'ils réalisaient pour la remise des prix, mais il y a aussi et surtout la fourniture des images pour notre carnet d'autographes. Et là, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, Valérie, je crois, un carnet d'autographes digne de ce nom, avec une mise en page de qualité. Il y a là encore quelqu'un qui travaille à la conception de ce book, hein, mais les photos sont fournies par Adecom, gratuitement dans le cadre du partenariat, on peut le préciser. Voilà, c'est ça. Ils font toutes les photos de tout le carnet d'autographes tous les ans. Super, merci Valérie. On va parler un petit peu plus d'institutionnel si tu le veux bien, parce que s'est déroulé le 22 septembre une réunion de la commission autocross et sprint car sur laquelle vous avez pu évoquer quelques sujets, bien sûr, parce qu'il y avait quelques sujets d'actualité brûlants qui n'ont pas encore été validés, on va le dire tout de suite, parce que le comité directeur de la Fédération française de sport automobile se réunira dans le courant du mois de novembre. Donc on espère pouvoir présenter une nouvelle émission sur la première quinzaine de décembre qui nous permettra de donner des informations. Mais il y a déjà quelques informations qu'on peut évoquer ce soir. C'est celle notamment d'une nouveauté technique qui va concerner surtout les sprint cars, parce que les pilotes d'autocross y étaient déjà confrontés.
Oui, c'est ça. Jusqu'à maintenant, les caméras étaient obligatoires que pour l'autocross. Et donc, à partir de 2021, les sprint cars qui avaient été oubliés dans la réglementation vont avoir cette charge aussi d'avoir une caméra sur leur véhicule. Et puis, la deuxième chose dont je voulais parler aussi, c'est pour les pilotes qui se seront engagés sur le championnat d'Europe et qui souhaiteraient venir courir en championnat de France. Donc, bien leur préciser, j'ai eu la confirmation par Martial Lebros que les ECU qui sont obligatoires en championnat d'Europe, puisqu'il y a un seul ECU de validé, ils ne pourront pas courir avec ces ECU sur le championnat de France. Donc, ils seront bien obligés d'avoir 2 ECU s'ils veulent faire des épreuves françaises et des épreuves européennes. D'accord. Merci pour cette précision, Valérie. L'info que tout le monde attend impatiemment, c'est la publication du calendrier 2021 qui n'est pas encore validé, mais ce qu'on peut confirmer en tout cas auprès des téléspectateurs, c'est qu'un calendrier a bel et bien été proposé à la Fédération française de sport automobile. Oui, c'est ça. On a proposé donc le calendrier pour 2021 à la commission. La commission l'a enregistré et le présentera au comité directeur de la fédération qui doit se dérouler fin novembre normalement, puisque du fait qu'il y a des élections cette année, le dernier comité directeur est un petit peu plus tardif que d'habitude. Et donc, on aura donc le calendrier définitif validé début décembre. Et on devrait pouvoir vous annoncer ça et j'espère d'autres choses courant décembre. Parmi les autres choses, il y a 2 points importants qui se rejoignent un petit peu. C'est le système des pilotes prioritaires, effectivement, puisque les gens se posent des questions, même si Patrick a communiqué cette semaine en tant que responsable des engagements, il a envoyé un mail à tout le monde, mais on va pouvoir quand même faire une petite précision, notamment pour les pilotes de la Junior Sprint qui seront atteints par la limite d'âge en 2021. Et le pendant de cette question, c'est également le problème des licences 2020 qui n'auront pas été utilisées. Valérie, tu nous confirmes que ce sont des choses qui ont été évoquées auprès de la fédération? Oui, tout à fait. Ça a été évoqué à la réunion de la commission. Gérard Schex, le président de la commission, Jean-Paul Maillard et Philippe Bouvier, le directeur du pôle sport, étaient là tous les 3. Donc, ils ont enregistré la demande des pilotes, à savoir que ceux qui n'auraient pas utilisé du tout leur licence en 2020 voulaient savoir comment ça se passerait pour eux en 2021. Donc, ils vont en parler au comité directeur. Ça va être évoqué, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. On espère avoir plus de choses à vous dire. C'est ce que je vous disais à la mi-décembre à peu près. Effectivement, puisqu'on rappelle que, on rappelle que la commission autocross et sprint car émet des propositions. Elle se met d'accord entre elles au sein des membres de la commission, mais ces décisions doivent être validées par le comité directeur. Valérie, on vient de passer une année 2020 très compliquée avec cette crise sanitaire. La Fédération française de sport automobile a su réagir avec la rédaction d'un cahier des charges qui va s'impliquer à tous les organisateurs dès l'année prochaine, puisque il est difficile d'imaginer qu'on puisse être sorti d'une crise sanitaire l'année prochaine. Pour autant, l'OFAC, encore une fois, dans son rôle d'opérateur du championnat de la Coupe de France d'autocross et de sprint car et dans son rôle de partenaire et d'accompagnant technique, sera aux côtés des organisateurs pour les aider à mettre en place ce cahier des charges. Oui, c'est ça. On va organiser une journée complète de travail avec tous les organisateurs du championnat de France. On va reprendre le cahier des charges établi par la fédération. Et puis, on va tout faire, pour qu'on ait un beau championnat en 2021, que tout se passe bien. Et par contre, on avait pensé au départ pouvoir organiser une soirée avec les pilotes, même qu'il n'y avait pas de remise des prix. On pensait pouvoir faire quelque chose avec tous les acteurs de l'autocross.
Malheureusement, vu les circonstances actuelles, ça ne s'arrange pas du tout. C'est absolument impossible, hein. La salle qu'on avait réservée n'est plus, c'est plus possible de faire un rassemblement tel que celui-ci. Donc, on va se contenter de travailler tous ensemble, le bureau de l'OFAC et puis tous les organisateurs, pour qu'on se retrouve tous en 2021, que tout le monde soit prêt et que ça se passe pour le mieux. Merci Valérie pour ces informations qui ressortent de la dernière réunion de la commission qui s'est déroulée le 22 septembre, je le rappelle. On peut, Valérie, imaginer, tabler sur une prochaine émission sur la première quinzaine de décembre avec des éléments qui seront confirmés par le compte-rendu du comité directeur. Et on aura peut-être la chance d'avoir avec nous le président de la commission s'il l'accepte. Oui, c'est ça. J'espère qu'on pourra faire une émission avant le 15 décembre et que Gérard Schex sera là ce jour-là et pourra nous donner de plus amples informations. Alors, tout à l'heure, tu me demandais pour les pilotes prioritaires. Patrick a communiqué cette semaine là-dessus, mais ça serait peut-être plus simple de lui demander à lui exactement ce qui a été décidé. Les pilotes qui étaient prioritaires en 2020 et puis les mails qu'il a envoyés, qu'est-ce que doivent faire les pilotes exactement? Patrick? Oui, alors écoute, c'est pas compliqué, hein. Il a été décidé en commission que les pilotes qui étaient qualifiés, la liste qui a été publiée en 2020, en début d'année 2020, c'est-à-dire la liste des pilotes qualifiés, hein, ces pilotes, la liste était reconduite intégralement sans modification. La seule modification qu'il va pouvoir y avoir, ça sera au niveau des juniors qui sont atteints par la limite d'âge, où là, eh bien, suivant leurs souhaits, on va les replacer suivant leur demande en maxi sprint ou en super sprint, suivant ce qu'ils souhaitent faire. Alors, à ce jour, j'ai fait cette consultation samedi. J'ai envoyé ça samedi. Je demande quelque chose de très simple, hein, c'est qu'on me réponde par mail, hein, qu'on me dise que oui ou non, je valide ma place de pilote prioritaire pour 2021. C'est pas plus compliqué que ça. À ce jour, j'ai quand même eu pas mal de retours. Je vais dire que j'ai pratiquement ce soir les 2/3 des réponses, hein, et que jusqu'ici, j'ai uniquement une seule défection, hein. Juste un pilote en junior qui a souhaité ne pas repartir parce qu'il juste un pilote en junior qui a souhaité ne pas repartir parce qu'il avait un autre projet sportif. Donc, pour le coup, ça se présente pas trop mal. Et j'ai uniquement encore eu qu'une réponse en junior où le pilote demandait son changement et je lui confirme que effectivement, puisqu'il est atteint par la limite d'âge, je dis bien puisqu'il est atteint par la limite d'âge, hein, c'est la seule clause comme quoi on peut demander à changer, hein, pour ces pilotes de junior, donc qui sera mis en maxi sprint. Super, merci Patrick pour ces explications claires. Effectivement, Valérie, il fallait profiter de la présence de Patrick qui était là pour qu'il nous l'explique. Patrick, on aura peut-être l'occasion de se retrouver derrière nos écrans pour commenter cette liste de prioritaires 2021. On a encore beaucoup de choses à évoquer, mais on vient de passer, je crois, le record de la durée d'émission. Ça fait 1h10 que nous sommes ensemble. On va devoir s'arrêter là. Alors moi, j'ai beaucoup de remerciements. Donc, bien sûr, je voudrais remercier les gens qui sont à l'écran, Adecom pour leur fidélité, David qui a su répondre au pied levé sur ma sollicitation et qui a quelquefois dû attendre jusqu'au dernier moment la liste des invités pour la conception des affiches. Merci David pour ta réactivité. Didier, on travaille main dans la main maintenant depuis des années, donc merci pour ta confiance et la qualité de ton travail. Vraiment, ça a été un plaisir de pouvoir réaliser ces émissions. Merci à Valérie et à tous les membres du bureau de l'OFAC qui ont accepté cette folle aventure de l'émission Les Échos du Paddock. Ça n'est pas fini, comme vous l'aurez compris, puisqu'on aura l'occasion de continuer. Je voulais également remercier Dominique Nézère, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais bien sûr le
le saluer en tant que partenaire de l'OFAC et rappeler que c'est lui qui a fourni les images d'illustration du générique qui va nous permettre de nous séparer tout à l'heure. Je voulais remercier Julien le gentilhomme et Julien Moidon qui ont eu la gentillesse de m'accepter aussi sur quelques émissions des Échos du Paddock. Et puis Patrick qui est devenu mon fidèle accompagnant sur ces émissions Échos du Paddock. On clôture ce soir la 23e émission. On vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission Les Échos du Paddock. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé du prochain direct. Vous avez vu, il fait noir autour de moi, il est 20h passées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Au plaisir de se retrouver très bientôt sur les bords du circuit ou dans un autre cadre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur les bords du circuit de la Coupe et du championnat de France d'autocross et de sprint car. Salut à tous, à très bientôt. Salut. Bonsoir. 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 Salut à tous. Au revoir. Merci. Bonsoir.